sur cette 8e émission des talents confinés du grenier en partenariat avec Décroche la Lune Productions. Ce soir encore plein d'artistes incroyables. Nous allons avoir dans quelques instants un artiste, un humoriste. Il s'appelle Amaury Gonzague, il passe très souvent chez nous au grenier, mais vous pouvez le découvrir sur toutes les scènes de France. Il sera bientôt en tournée avec son spectacle. Je vais demander tout de suite à notre réalisateur préféré, Lolo Magnéto. Vous savez, très certainement, dans nos familles traditionnelles françaises, nous avons une manière un peu particulière de parler. Par exemple, nous dirons « Vos beaux yeux me font mourir d'amour, belle marquise, et non pas vos trop mortelles yeux me font kiffer grave. » Ma te pue. Deuxième exemple, mon épouse a de beaux muscles fessiers, et non pas ma tasse-pée, elle a un boule qui déchire sa race. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient avoir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Et non pas wesh wesh, t'es bonne. Et en sens inverse, nous ne dirons pas « Eh bouffon, trop comment tu daubes la transpiration ?» mais bien plutôt « Mais qu'avez-vous donc, mon cher Firmin, vous êtes venu à Vélib ce matin ?» Mesdames et messieurs, je me suis adonné récemment à une activité encore inconnue dans ma famille, le travail. Alors auparavant, et afin de ne pas être victime d'une discrimination à cause de mon nom en particules, j'avais envoyé un curriculum vitae anonymous, et en réponse, j'ai reçu un appel téléphonique de Pôle emploi. Pôle emploi qui, comme vous le savez, n'a pas succédé à Anne de Bretagne, mais à Anne NPE. Pôle emploi qui m'a dit « Voulez-vous rejoindre et travailler pour la restauration ?» Ce à quoi j'ai répondu « Bien évidemment. » Car comme vous le savez tous ici, la restauration a toujours été favorable aux Bourbons. Et me voilà donc maître d'hôtel dans l'un des plus grands restaurants des Champs-Élysées, un établissement tenu par un aristocrate écossais avec un nom de canard, McDonald. Mes premiers clients arrivent, je leur dis très naturellement cette semaine au menu gastronomique Happy Meal Bob l'éponge. Nous avons un émincé de nuggets servi avec un Coca-Cola des Côtes-du-Rhône. Et au moment où je les ai invités à prendre une entrée, mon patron m'a invité à prendre... Vous le connaissez ? Peu importe, j'ai aussitôt trouvé un nouvel emploi, conseiller musical dans une FNAC. Mon premier client arrive, il me dit très naturellement, je lui dis très naturellement, vous recherchez du Lully, du Rameau, charpentier. Il m'a répondu non, je cherche pas de boulot, moi, tout ce que je veux c'est pécho une meuf de la zik qui mouve. Alors là je lui ai dit, damoiseau, j'ai ce qu'il vous faut. André Rieu en 78 tours. Et là mon nouveau patron m'a invité à faire demi. Vous le connaissez aussi. Peu importe, j'ai enfin trouvé un emploi dans lequel je me suis senti très bien, chez le roi. Merde. Un monsieur m'a demandé conseil afin d'installer une alarme chez lui. Je lui ai répondu, monsieur, ne vous embêtez pas avec une alarme. Faites le guet. Il m'a dit, faire le guet, maintenant je suis marié, ça m'embête un peu. Bon, j'en connais bien encore un ou deux, mais je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Imaginez que ma femme rentre plus tôt que prévu, je ne veux pas qu'elle me surprenne à la maison avec un guet. Dans ces conditions, on lui dit, je fais le guet avec des jumelles. Il m'a dit, un guet avec des jumelles, ça va faire du monde pour surveiller la maison, tout ça, hein? Je suis retourné voir Pôle emploi. On m'a dit, puisque vous perdez tout le temps votre travail, vous allez peut-être en retrouver pour les autres, on vous nomme conseiller. Mon premier client arrive, il me dit « Bonjour monsieur, je n'ai pas de travail, vous me conseillez quoi ?» Je lui ai répondu d'en chercher un. Et il dit « Mais justement, est-ce que vous avez du travail ?» J'ai répondu « Oui, je suis conseiller Pôle emploi. » Dans la rue, je tombe sur une affiche
Deviens toi-même, sois donc une brute, fais ce que tu aimes, l'armée recrute. 2 heures après, un adjudant m'a dit, t'as déjà fait du terrain? J'ai répondu oui au golf. Il a ajouté, en Irak? J'ai fait non à Saint-Cloud. Le lendemain, à l'infirmerie, ils ont découvert que j'avais un staphylocoque doré, que j'avais oublié de faire le rappel de mon vaccin, le BCBG, et surtout que j'étais un sang bleu. Eh bien là, mesdames, messieurs, ils m'ont dit qu'à l'armée, ils ne prenaient pas les schtroumpfs. Amaury est avec nous. Bonsoir Amaury, comment ça va? Ah, nous ne t'entendons pas, Amaury. Vas-y, tu nous... Là, ça va mieux? Ah oui, super, super. Ah. Comment ça va? Ben, ça va très bien, très très bien. Écoute, on est très content de t'avoir ce soir. Comme je le disais tout à l'heure, tu passes très souvent au grenier avec ton spectacle Ma journée du patrimoine. Alors, Amaury, parle-nous un peu de toi. J'ai cru comprendre que tu étais né dans un théâtre. C'est exact, c'est exact. Tu as de bonnes sources. Je suis né dans un théâtre, puisque mes parents étaient gardiens de l'Opéra de Rouen. Et je suis donc né dans un théâtre et j'ai vécu à temps plein dans un théâtre pendant les premières années de ma vie. C'était une expérience formidable, je ne m'en suis jamais remis. Mais tu ne pouvais pas mieux tomber pour faire ce métier. Mais oui, c'est vrai qu'après quelques tâtonnements, j'ai trouvé un emploi au travers d'un personnage. Voilà. Alors justement, on va y venir à ce personnage. Avant d'être en one-man show, j'ai cru comprendre aussi que tu t'étais lancé dans l'imitation. Raconte-nous un peu cette expérience. Alors quand j'étais à Rouen, j'ai commencé par faire des spectacles d'imitation. Voilà, alors ça marchotait pas mal, mais bon, c'était pas non plus à tomber par terre. Hein. Donc je suis quand même venu vérifier, voir ce que ça pouvait donner à Paris. Et j'avais passé des auditions à l'époque dans les cabarets et on ne me rappelait pas souvent. Voilà. Et comment est né ce personnage alors de Comte Fauché, puisque c'est ton personnage? Oui, j'avais un peu arrêté le métier. Et puis tu sais, comme je suis né dans un théâtre, très jeune, j'ai senti cette odeur particulière du velours du rideau et du bois de la scène. Et un jour, je vais... Et t'as failli bosser chez le roi Merlin. Oui. Donc un jour, je vais au Casino de Paris voir une comédie musicale. J'étais dans les premiers rangs, le rideau s'ouvre et je sens à nouveau cette odeur du velours et du bois. Et c'est un peu comme Proust, ça a réactivé des choses très fortes chez moi. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire ça. Alors j'ai commencé à écrire un petit spectacle de chansonnier d'une dizaine de minutes pour le passer en audition. Et alors donc je vais à La Main au Panier, qui est un cabaret que l'on salue. Tout à fait, on salue le nouveau propriétaire Michel Forever qui nous regarde peut-être ce soir. Préside maintenant aux destinées de ce cabaret. Et son prédécesseur, c'était Gérard Delalot, qui m'auditionne, puisqu'il auditionnait tout le monde. Et avec mon numéro de chansonnier, en 5 minutes, il me dit non, il y a des gens qui font ça très bien à Paris. C'est pas ton truc, t'es pas vraiment dans l'optique du chansonnier. Il me dit en revanche, avec ton physique un peu coincé, un peu bien élevé, pas très rock'n'roll, il me dit tu devrais faire un bourgeois puant. Alors sur le coup, j'étais quand même déçu que mon projet de chansonnier tombe à l'eau si vite. Et en même temps, je me dis, tiens, si un type du métier a une idée, il faut peut-être quand même pas la laisser complètement tomber. Alors je me mets à y réfléchir et je me dis, gardons l'idée du personnage bien élevé, très classique, etc. Et faisons-en un aristocrate ruiné
comme ça, finalement, il ne courra pas le risque d'être désagréable. Parce qu'il faut pouvoir faire de l'anti-pauvre méchant. Enfin, moi, je ne m'en sentais pas capable. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né le personnage. Et de mois en mois, Gérard Delalot voulait me réécouter, voir comment j'évoluais dans l'écriture. Et puis, au bout de quelques mois, il m'a dit, en septembre, tu es à l'affiche avec 3 autres camarades, tu seras à l'affiche de la main au panier, et tu feras ton mois, et on verra bien au bout d'un mois ce que ça donnera. Voilà. En tout cas, il t'a donné ta chance. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de lieux sur Paris qui donnent la chance à des artistes qui ont écrit un spectacle, qui veulent se roder. Le Grenier en fait partie aussi. Il fait régulièrement des scènes ouvertes. Mais c'est vrai que Gérard Delalot, il avait cette faculté aussi de tendre la main. Voilà, il voulait écouter les nouveaux, il voulait sentir ce qui pouvait se passer. Il était très à l'écoute, et ça, Alors, c'est rigolo, juste encore quelques secondes par rapport à cette mémoire sensorielle olfactive, on va dire, puisque Philippe Candeloro, la semaine dernière, nous a parlé aussi de ce souvenir de l'odeur de la glace quand il a démarré. Toi, c'était l'odeur du théâtre, des rideaux. Donc, c'est très rigolo. Vous faites partie de ces artistes qui ont ces anecdotes très précises. Ouais. Alors, je voulais en revenir sur ton spectacle, Ma journée du patrimoine. Depuis quelques mois, tu as fait une rencontre sympathique avec Smaïn, qui t'a pris, entre guillemets, sous son aile. Alors, comment se passe cette collaboration ? Alors, un jour, je reçois un appel téléphonique de l'assistant de Christophe Combarieux, qui organisait une scène ouverte au théâtre de la Comédie Caumartin. Et je ne le connaissais pas. Et il me dit, je mets en place une scène ouverte d'humour, on aime bien ce que vous faites, venez. Et il me dit, le parrain, ce sera Smaïn. Bon. Et quelques semaines avant, j'avais décidé de travailler avec Mathieu, l'humoriste, le camarade Mathieu du Don Camillo, et qui connaît bien Smaïn, puisqu'il s'était connu au théâtre de Bouvard à leur début. Et alors je dis à Mathieu, tiens, c'est marrant, je vais faire une scène ouverte, viens, tu seras sympa que tu revoies Smaïn. Et je fais cette scène ouverte, et ça marche très bien. Ça marche bien, et Smaïn vient me voir à la fin, et il me dit, c'est intéressant, c'est quelque chose qui me parle. Et on se revoit, on se met à travailler ensemble, et il a même accepté de me mettre en scène pour le One Man, qui s'intitule effectivement Ma journée du patrimoine, sa race. Donc, vous êtes partis ensemble pour cette aventure de travailler sur Ma journée du patrimoine, sa race, Paris, des dates en province. On peut retrouver toute ton actualité sur ta page Facebook, Facebook/Amaury Gonzague. Et puis, bien sûr, au Grenier, très prochainement. Dernière chose, le Grenier, toi qui connais cette salle, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? D'abord, j'aime bien le Grenier parce que c'est un endroit où on voit le public de près. Et le Grenier a cette originalité de ne pas avoir de sono. Hein ? Oui, c'est vrai. La salle étant petite, 42 places, les artistes travaillent sans micro. Et je trouve que c'est un excellent apprentissage parce que ça oblige à articuler encore mieux qu'avec un micro, puisqu'il faut bien finir les phrases pour être entendues jusqu'au bout de la phrase et jusqu'au fond de la salle. Et ça nécessite une bonne technique. Voilà, on peut pas se reposer. Ouais, on peut pas se reposer sur la sono. Voilà. Et là, exactement. Et d'ailleurs, on a redémarré, donc on invite les gens à nous appeler parce que c'est vrai que c'est très difficile en ce moment pour toutes les salles. On a tenté le coup de redémarrer pour juillet et août, donc n'hésitez pas, on vous donnera toutes les infos à la fin pour contacter le Grenier. Amaury Gonzague, un grand merci pour ta présence et ta bonne humeur. On se retrouve très vite au Grenier et n'hésitez pas
aller découvrir Amaury sur sa page Facebook. Merci, bonne fin de soirée Amaury. Merci à toi, salut. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir Sébastien. Voilà, c'était Amaury Gonzague à l'instant. Tout de suite, alors vous savez qu'on est ici pour rigoler avec cette émission, on va aborder immédiatement un sujet un peu plus dramatique, mais qui nous tenait à cœur. Il s'agit, ça va durer quelques instants, un sujet concernant les violences conjugales. Nous avons découvert une chanson qui nous a beaucoup touchés, qui est écrite et interprétée par Terre Brune. Donc tout de suite, j'ai envie de dire, Laurent Magnéto, envoie-nous ça Lolo. Au début, il te serre très fort, il t'embrasse à perdre haleine. Au début, c'est l'amour qui dévore tous les chagrins, les petites peines. Au début, tout est beau, tout est rose, des mots doux par milliers. Au début, il ne faut pas grand-chose pour croire à l'éternité. Puis vient le temps des injures, des premières raclées, des pleurs sous les couvertures, chargés de secrets, des coups de poing dans le cœur pour marquer ta douleur. Il ne fallait pas grand-chose pour voir la vie en rose. Puis vient le temps des échymoses, des poignets cassés, des sourires mercurochrome, lourds de secrets, des coups de poing qui défigurent. L'amour devient une torture. Il ne fallait pas grand-chose pour voir la vie en rose. Mais pas, il te faut partir. Ah, ça va mal finir. Pas, tu dois le quitter. Si tu restes, il va finir par te tuer. Il ne fallait pas grand-chose pour voir la vie en rose. Il a suffi d'un seul coup pour qu'il te mette à ses genoux. Oh, tu sais, ces mecs-là, ces salauds ne méritent qu'une seule chose, qu'on les mette tous KO et qu'ils crèvent, oui, qu'ils crèvent, seuls derrière les barreaux, seuls derrière les barreaux, seuls derrière les barreaux. Au début, il te serre très fort. Au début, il te serre très fort. Nous, vous entendez. Bon, C'est bon là À l'instant, Terre Brune avec Ecchymose, le
3919, hein, Lolo, c'est bien ça. Lolo qui nous a mis ce numéro à la fin. Tout de suite, on accueille Terre Brune et Orazik qui sont avec nous en direct. Bonsoir les amis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? On a démarré avec cette chanson qui résonne beaucoup dans la tête des gens, puisque c'est vrai que ce phénomène de la violence conjugale est un phénomène sur lequel on veut tous lutter. Et alors, on va parler de l'album, il n'y a pas que ça dans l'album, mais pour démarrer sur cette chanson, comment est venu ce thème, cette écriture de cette chanson? Comment t'es venu, Terre Brune, d'écrire cette chanson? Voilà. En fait, tout simplement, je regardais une émission sur la violence conjugale et les femmes témoignaient et elles répétaient sans arrêt au début, c'était pas comme ça, au début, ils m'aimaient, au début, c'était super. Et puis, à force d'entendre ça, parce que je regardais sans regarder, je me dis, tiens, je vais commencer à écrire. Et puis, j'ai commencé à écrire au début, le cerveau qui dévore. Et puis après, c'est plus pareil. On sert pas pour la même chose. Pour la même raison. En tout cas, bravo pour ce titre et j'espère que ce titre va être vraiment multi-diffusé, voilà, ça peut osciller. On a le numéro à la fin du générique, le 3919. Alors revenons à l'album, à des choses un petit peu plus gaies, on va dire. Comment l'album, vous l'avez sur les yeux. Donc Terre Brune et Orazik est avec nous. Donc vous travaillez ensemble, c'est ça? Nous travaillons ensemble, effectivement, depuis bientôt 6 mois, 7 mois. Et voilà, déjà, il y avait le premier EP fait par Terre Brune l'année dernière. Et là, on travaille sur quelque chose d'un peu plus rock, avec des sons un peu plus lourds, un peu plus rares. Et avec des chansons avec beaucoup d'émotions amoureuses, des émotions qui vont partir un petit peu à droite à gauche comme ça. Et... Donc toi, Orazik, tu es guitariste, hein, on te voit souvent dans les clips quand vous êtes sur vos Facebook Live. Oui, je suis guitariste et compositeur, effectivement. Guitariste et compositeur. Alors, peut-être qu'il va chanter. Terre Brune, dis-nous, donc tu es natif de la Bourgogne, c'est ça? C'est ça. Chalon-sur-Saône. Comment? Est-ce qu'on fait un banc bourguignon? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Parce que là-bas, on fait des bancs bourguignons. Ah oui, des bons bourguignons. Ouais. Moi, je suis savoyard, on fait des bonnes raclettes. On peut parler cuisine si vous voulez, les amis, ce soir. Alors, comment s'est passé ce grand saut sur Paris pour faire ce métier? Ça n'a pas été trop dur de quitter la Bourgogne? Ça, non. Ce qui était dur, c'est de s'habituer au bruit d'ici. Au bruit? Mais quitter la Bourgogne, non, parce que j'avais déjà fait le tour. Je connaissais bien. Donc, non, je rêvais depuis toujours, enfant, de venir à Paris. Enfin, Paris, pour moi, c'est monter à Paris. Cette phrase, Alors, les amis, excusez-moi, on me dit à la technique qu'on ne vous entend pas beaucoup avec le micro. Il faut rapprocher le micro, voilà. Non, juste le micro. Je suis là, alors. Voilà. Là, ça va mieux? Voilà, impeccable. Nickel. Parce qu'on partage un casque pour deux, donc... Ah, vous partagez tout alors, hein? La guitare, le casque, tout. Le lit, la guitare, la scène, tout. Donc, le grand saut sur Paris, assez facile finalement. Et comment ça s'est passé, cette progression? Comment tu as... Vas-y. Au début, j'ai commencé dans un duo. Et après, ce duo, les lignes, c'est devenu un groupe. Et on a commencé à faire le chemin récurrent des artistes, chanteurs et humoristes. Hein. On a fait des scènes ouvertes, des cafés de concert, chanter dans la rue, chanter dans le métro. On est devenu oui, alors, est-ce que tu as ta carte RATP pour chanter dans le métro? Exactement. Tous les 6 mois, je vais la chercher auprès de Stella à l'espace métro Accor. Hein, c'est ça. Donc maintenant, Orazik va faire la même chose, il va prendre sa carte. C'est ça, je suis bien d'accord. Voilà. Et ça permet en fait déjà de s'entraîner en dehors d'un studio d'enregistrement, de ne pas payer forcément à chaque fois une blinde quand on n'a pas trop de thunes. C'est plutôt intéressant d'être joué dans le métro et en plus, tu as des réactions tout de suite. Oui, on peut dire ça parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent. Il y a des gens qui finalement ils nous connaissent bien parce que les musiciens de métro sont vachement bien, c'est vachement bien encadré. Hein. Rapproche le micro parce qu'on t'entend vraiment plus là.
C'est la connexion. La connexion. On nous dit, parce que Lolo, en fait, il est dans l'espace. Il est avec Michel Chevalet. Il arrive à voir les connexions, c'est ça. Pourtant, je suis pas loin de mon Wi-Fi, mais bon. Non, là, c'est bien, là. Là, c'est bien. Alors, parle-nous un peu de cet album. Comment as-tu écrit cet album? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, je l'ai écrit, on va dire, je l'ai fait en 3 ans, parce qu'au début, j'avais beaucoup de chansons, mais je ne savais pas trop lesquelles mettre. Et puis, il y avait des chansons qui avaient besoin encore de grandir sur scène. Puis, la personne avec qui j'ai fait les arrangements, qui s'appelle Région Nova, n'avait pas forcément tout le temps l'inspiration sur certaines chansons. Donc, on a choisi celles qui nous inspiraient les deux pour les arrangements. Et on a essayé de suivre un fil conducteur. L'amour est mort. Moi, je voulais que ça parle d'amour, mais pas forcément que l'amour sublime et sensuel, mais aussi des amours un peu capotés, comme Ekimos, ou une caricature dans Sois pas jaloux d'une femme qui est complètement à l'ouest, son mari qui fait un enfant dans le dos, mais qui lui dit c'est ta faute, c'est ta cause de toi. Mais il y a quand même des chansons qui sont optimistes dans cet album. Oui, il y a un vrai slow à la fin qui s'appelle Chuchote-moi. Il y a une chanson solo. Voilà. Écoutez Chuchote-moi, c'est sûr, écoutez-le. Donc on peut retrouver ton album, tes chansons sur une plateforme. On peut trouver tout le P sur toutes les plateformes numériques digitales actuelles, YouTube, Spotify, Deezer, etc. Et aussi en version physique. Mais ça, c'est auprès de moi, en MP. Faut m'envoyer l'adresse postale ou alors en fin de concert, quand on rejouera sur scène, on a aussi des... D'ailleurs, vous avez des dates prévues ou des projets pour la reprise en septembre? Pas encore de ce côté-là, au point de vue concert. C'est vrai que là, depuis le confinement, on a essayé surtout de travailler sur le futur album. Et du coup, puis comme on ne savait pas combien de temps vraiment ça allait durer, les gens sont encore très frileux quand même à la sortie dans les bars de pouvoir rencontrer du monde. Donc je pense que certainement avec un peu d'espoir vraiment sur octobre, voire novembre éventuellement. Et donc dans ces prochaines dates, il y aura les nouvelles chansons aussi avec Horazik. Tout à fait. En fait, là, on cherche un nom de duo pour mettre Horazik et Terre-Brune sur une entité commune. Donc, comme on aurait dit, il y a des personnages là qui étaient dedans. Maintenant, on va trouver un nom. Il faut plus qu'on dise Horazik et Terre-Brune. Et c'est un nom qu'on connaît. Et la recherche, on a trouvé, on ne vous dira pas tout de suite parce qu'on fait des copines. Voilà. Et puis, il faut garder des suspense. Bon, les amis, en tout cas, on vous remercie d'être venus avec nous ce soir. On fait de gros bisous. Préparez bien ces nouvelles chansons. Je rappelle le titre de l'album actuel de Terre-Brune que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. L'amour est mort, n'hésitez pas. Voilà, elle va nous le montrer en live. Vas-y, montre-le nous en live. Oh là là, incroyable. La technique, Lolo, il est formidable. Merci les amis, de gros bisous et on se retrouve très vite. Venez au grenier un petit peu, voir les nouveautés du grenier. À bientôt, bonne soirée. À bientôt, salut les amis. Merci, au revoir. Voilà, Terre-Brune et Horazik à l'instant. Vous pourrez retrouver tout ça sur toutes les plateformes. Voilà, n'hésitez pas. Allez, le dernier invité, il est là, il est prêt, il est chaud comme la braise. Alors, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir et il fait partie de ces artistes français qui sont un petit peu spécialisés dans l'humour noir. Vous pouvez le retrouver tous les jours sur France Inter dans des chroniques. Je vais tout de suite demander à Lolo d'envoyer un sketch qui s'appelle le sketch mortel qui est incroyable. Pour cette 8e émission des Talents confinés du grenier. Merci de l'invitation. Un sketch comme on vient de voir, tu ne peux plus le faire maintenant. Pourquoi? Le prix des clopes est tellement cher, tu peux plus acheter des clopes comme ça dans le public, il faut avoir une production énorme. J'avoue, déjà à l'époque, ça me coûtait chaud, carrément. Quand je faisais les scènes ouvertes, c'est-à-dire que je gagnais pas un rond, mais que quand même, j'étais obligé d'acheter un petit paquet de clopes à chaque fois. Enfin, un C'est petit. fou,
T'avais un public de fumeurs qui te suivait alors? Ouais, alors des fois, les gens me les rendaient à la fin quand même. Ah bon? Il y a des gens qui avaient pitié et qui me les refoutaient sur scène à la fin, je me souviens. Mais il y avait un petit budget, je t'avoue, il y a même un gros budget costume, hein. Ah oui, ben, on a vu, on avait un gros budget. Attends. Mais Alors, c'était marrant, c'était la belle époque, c'était les débuts. alors Guillaume, comment l'humour, quand même c'est un humour assez caustique, comment tu es arrivé à cette écriture? Est-ce que tu as toujours suivi des humoristes qui étaient dans ce domaine de l'humour noir, entre guillemets? Pas tellement des humoristes, moi je suis plus, mes influences, c'est plus les Guignols de l'info ou Groland ou des choses comme ça. Donc Ouais. ouais, il peut y avoir de l'humour noir. Laurent Violet, Euh, par exemple, à Bah, l'époque? je connaissais pas trop à l'époque, moi, Laurent Violet. D'accord. Mais non, j'ai connu après, quoi. Je l'ai côtoyé un peu après. Mais c'est plutôt de l'humour satirique, d'actu. Je lisais pas mal Charlie Hebdo. Oui, Donc je suivais pas mal les dessins de presse. J'ai toujours aimé ça, la caricature. Donc c'est plutôt ça qui m'a influencé, plutôt que des humoristes de scène, en fait. d'accord. Alors après tes cours de théâtre, tu as fait en 2007, je crois, ton premier spectacle, Ouais. Mort de rire. Est-ce que ça a été facile de pouvoir jouer ce spectacle? Parce que c'est vrai que l'humour un peu caustique, ça ne passe pas de partout. Ouais, alors pour l'anecdote, je l'ai d'abord appelé annulé ce spectacle. Oui, Voilà, ce qui était con, hein, ce que je conseille pas de faire à quiconque. Mais parce que la trame du spectacle, c'était c'est un vrai. espèce de faux humoriste, une espèce de fausse vedette qui était tellement nul qu'il finissait par se suicider et le spectacle était annulé. Donc si tu veux, il y avait un sens. Sauf que quand tu vois, quand t'es déjà pas connu du tout et que tu vois sur Billet Réduc ou les sites de Reza, Guillaume Meurice Annulé. annulé, j'avais même des potes qui me disaient, bah on n'est pas venu parce qu'a priori t'as pas joué et tout quoi. Et il y avait que moi et mon metteur en scène qui est toujours un de mes C'est meilleurs bon potes ça. qui étions voilà qui défendions le truc Mordicus en se disant mais si il y a le décalage les gens vont piger. Et en fait non, c'est pas de la faute Et des ouais, gens, c'est qu'il y a tellement la de tournée spectacles, il a y a été tellement annulée. d'affiches, tu vas pas te faire chier à aller gratter, voir si le mec il a fait du troisième ou quatrième degré sur son titre quoi. Donc après je l'ai appelé Mort de rire, ce qui est quand même un titre beaucoup plus putassier, mais au final ça a pas mal fonctionné puisque mon personnage d'affiche en tout cas c'était toujours la mort. Et puis après j'ai fini par l'appeler Tout le monde y passe. Donc il y a eu plusieurs vies à ce spectacle avec pas mal d'ajouts. C'était un spectacle avec des personnages, beaucoup de personnages, donc j'en enlevais, j'en rajoutais en fonction de l'actu aussi. Et finalement, est-ce que j'ai eu de difficultés à jouer? Pas tellement. Bah après, c'est les débuts, hein, on a tous connu ça. J'ai jamais l'impression d'avoir galéré, moi. J'ai toujours l'impression que bah, c'était le chemin normal, qu'il fallait apprendre son métier dans les petites salles, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et on s'est toujours bien marré entre potes. Ça, c'était le plus important, quoi. Moi, je venais plutôt du milieu du théâtre et je m'étais dit, putain, le one man show, ça va être très individualiste. Tout le monde va se regarder un peu du coin de l'œil. Et en fait, pas trop. Mais c'est lié aussi, si je veux faire un peu de philosophie du théâtre, c'est un peu lié à la structure. Quand tu fais de l'humour, si c'est marrant, les gens ils rient, si c'est pas marrant, ils rient pas, quoi. Donc t'as pas tellement besoin d'avoir du réseau ou d'être sympa particulièrement ou d'être faux cul particulièrement. Il faut juste voilà, jouer et jouer encore. Et c'est ce qu'on a fait dans bah, toutes ces petites salles. Ouais, le grenier, ça en faisait partie. Moi, je crois que j'y ai pas trop joué au grenier, mais toutes les scènes ouvertes qu'il y a à Paris, il y en a Et tu es toujours plein. bienvenu en tout cas. Si tu veux Ben venir ouais, ça tester des fait. nouvelles choses, hein, et même Bah ouais, jouer, ouais, venir ouais. jouer, ça serait grand plaisir. J'ai quelques idées de réécriture là, ouais, ouais. J'écris pas mal pour la radio, donc c'est vrai que pour le spectacle, Alors j'avais un peu moins de justement, temps ces derniers comment temps. es-tu arrivé sur France Inter? Est-ce que tu as Et ben, couché? bah maintenant personne voulait, donc ça a réglé le problème assez rapidement. Non, c'était en 2012, c'est Frédéric Lopez qui montait une nouvelle émission, donc c'était le 11h midi et demi, le créneau un peu historique d'émissions de promo, on va dire quoi, puis d'humoriste et puis un peu d'humeur. Et il voulait beaucoup de nouvelles voix. Et il voulait des gens de scène parce que l'émission était en public. Donc ça l'intéressait aussi d'avoir des gens qui soient capables de réagir avec le public en fonction de ce qui se passe. Et puis moi, je correspondais un peu au profil. Et puis ils avaient fait une espèce d'énorme journée d'audition, quoi. Et moi, je m'étais pointé le matin parce qu'on jouait au Festival d'Avignon à l'époque avec Pierre-Emmanuel Barré et Alex Vizorek. Je me souviens, on avait passé, on était les tout Vous premiers vous à êtes passer. retrouvés alors du coup sur France Et Inter? au final, ouais, on a un peu foutu le bordel dans l'audition. Enfin, on se marrait bien, comme on se connaît bien, hein, puis qu'on a pas mal de complicité déconnante, on va dire. Ils nous ont gardés, ouais, ils nous ont gardé les trois, quoi. Et donc voilà, je me suis retrouvé là, puis je faisais 2 chroniques par semaine les 2 premières années, puis après l'émission de Charline a commencé, puis ils m'ont proposé de venir les rejoindre, les Donc, Belges. donc là, le moment Meurice,
C'est tous les jours à 17h30. Donc ça reprend à partir du mois du mois d'août, tu m'as dit, hein, je crois. Ouais, c'est fin août, 24 août, je crois, la première semaine. Ouais. C'est pas difficile d'écrire tous les jours à la radio et d'être drôle à la radio. Alors, être drôle, je sais pas si je réussis tout le temps, hein. Donc ça, c'est pas à moi de juger. D'écrire tous les jours, c'est moins difficile, je trouve, que d'écrire une fois par semaine ou une fois par mois, c'est encore pire. Parce que quand tu écris une fois par semaine ou une fois par mois, c'est ta chronique du mois, tu te mets une pression de dingue pour choisir le sujet, pour vraiment dire ce que tu as envie de dire de la meilleure des manières. Alors finalement, une chronique par jour, ça t'enlève cette pression-là. Tu te dis, bon, bah, si j'ai 2-3 idées de sujets, je vais faire les 3 dans la même semaine, et puis voilà, quoi. Et puis, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'écriture, c'est une dynamique, quoi. Donc, plus t'écris, plus t'as des facilités à écrire. Je pense qu'il faut aussi se méfier de ça, de pas tomber dans la routine, etc., etc. Mais quand même, c'est sûr que si on m'avait dit, donc j'ai commencé les chroniques quotidiennes en 2014, si on m'avait dit, dans 6 ans, t'en auras écrit plus de 1000, bah, j'aurais fait non, quoi, tu vois. J'aurais dit non, bah, je signe pas, tu vois. Mais au final, quand t'es dedans, et puis quand t'es porté aussi pas mal par l'actualité, et puis l'ambiance de l'émission aussi est sympa, on est tous potes et tout, donc j'aurais aimé te dire, ouais, c'est une galère, faire un peu l'artiste maudit qui en chie tout seul chez lui, Non, mais c'est trop facile, les gars. bah, C'est trop facile. ouais, non, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est de l'artisanat, quoi. Plus Non, mais tu c'est pratiques chouette. un artisanat, plus oui, tu vas trouver ton style même, à la limite, quoi. Et c'est ça qui est le plus important, quoi. Alors, attends, Lolo, parce que Lolo, il faut le dire à tout le monde, Lolo, il est fan de Guillaume. Il n'a qu'une envie, là, c'est de lui parler. Alors, Lolo. on va en venir, Lolo, à l'actualité. Effectivement, l'actualité te sert, me disait Laurent. Mais on va Ouais. en parler avec ton nouveau spectacle on va diffuser quelques images dans quelques instants. Lolo Ouais. aussi. Alors, on va le dire ensemble. Si tu pouvais dire Guillaume, Lolo, Magnéto, ça lui ferait vraiment plaisir. Alors, T'es attention. prêt? Attention. 3, 4. Lolo, Magnéto. Et ben voilà. Voilà, on était anciennement le collectif Les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin. C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Le temps des artistes est terminé, c'est des entrepreneurs, d'accord? Je suis parti, je suis auto-entrepreneur de mon instrument déjà, Rémi. Ok, donc tu respectes ça, et puis là tu respectes les gens. Ces gens-là, les gens qui sont là, ils ont tous voté Macron au premier tour. Voilà, ce nouveau spectacle avec donc Guillaume Meurice. Alors Guillaume, parle-nous un peu de ce nouveau spectacle. De la musique, de l'humour, du rock. Incroyable. Je me suis dit, bon, là, j'ai la chance d'avoir un peu de visibilité grâce à la radio, un public qui me suit un peu. Je me suis dit, est-ce que je refais un one-man show comme le précédent, je l'avais joué beaucoup, beaucoup. Et puis je me suis dit, bon, tentons quelque chose, quoi, avec de la musique, un truc un peu déconnant, de la vidéo, un espèce de truc hybride entre un concert et un spectacle musical. Donc en fait, c'est écrit comme une pièce de théâtre avec des personnages et puis des interactions entre eux et puis une histoire, un début, un milieu, une fin. Et c'est l'histoire d'un concert qui part en sucette, quoi. Mais bon, il y a quand même des vrais morceaux dedans, ça joue vraiment. Et ça m'amuse bien de faire ça, parce que voilà, mes potes se foutent de ma gueule quand je dis ça. Mais j'aime bien sortir de ma zone de confort. Mais c'est un Je le spectacle redis comme ça, ils vont évolutif, pouvoir encore se moquer. c'est un Ouais, spectacle ouais, c'est carrément tu vas te- évolutif. Tu vas te servir de l'actualité, de tout ça. Ouais, ouais, bah déjà là, on l'a commencé avant les Ah, il y a Gilets du jaunes, boulot donc avec on tout a ce qu'on vient rajouté de les vivre. trucs. Ouais, 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 on a 3 jours de résidence là début septembre pour le remettre d'actu, puis pour commencer la tournée. Donc oui, 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 il y a évidemment il y a plein de nouveaux persos. Il y a Didier Raoult, faut en faire quelque chose, tu vois. C'est pas possible de le laisser sur le côté du chemin, Didier On Raoult. peut pas le laisser, non, c'est pas possible. Donc, ouais, donc oui, oui, il y aura plein de nouvelles conneries. On a des fausses pubs, on a un entracte avec des publicités, donc il y a matière à le faire évoluer au gré de l'actu. Ouais, ça c'est assez kiffant à faire. Alors, dis-nous le titre du spectacle. Donc le groupe s'appelle The Disruptives
C'est les C'est pas facile disruptifs à parce que prononcer, hein. c'est le mot de la Macronie, quoi. Il faut être disruptif, il faut voilà, casser les codes. Tu vois, c'est tous les trucs où on te dit c'est le nouveau monde maintenant, donc c'est le même qu'avant. Sauf que bon, on l'a repeint avec des jolis mots en anglais souvent. Et puis ça reste les mêmes méthodes quand même de management, même encore plus dégueulasses qu'avant, quoi. Ça y est, je dénonce, t'as vu, putain, ça Eh y ben est, je oui, fais tu l'humoriste de dénonces, et gauche. justement, Relou, putain. c'est très bien parce que je voulais te poser cette question, des chroniques très engagées, des spectacles très engagés, mais d'où te vient cette vocation du combat d'idées? Tu as hérité de ça de tes parents? Comment ça se Je passe? pense, ouais. Alors là, ça va être de la psychanalyse à deux balles, mais oui, oui. Moi, j'avais des parents marchands de journaux, donc dans un petit village où ça discutait beaucoup, c'était un peu le lieu de rendez-vous, de discussion du village. Donc, j'ai grandi là-dedans, dans les confrontations d'idées. Et l'avantage d'une maison de la presse par rapport à un bistrot, où ça peut avoir la même vocation, un bistrot, sauf qu'un bistrot, il y a de l'alcool. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de débat d'idées, en fait. Il y a des chaises qui volent sur la gueule des gens et des cendriers dans les gencives. Ce qu'il n'y avait pas chez mes parents, tu vois. Chez mes parents, ça restait toujours du débat de, voilà, même il y avait plein de gens pas d'accord qui venaient se friter quand même, tu vois. Mais ça restait souriant, bon enfant, quoi. Et Donc les gens venaient pour tu le es plaisir de la imprégné de... discussion. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Alors oui, je pense que ça a dû m'influencer, oui, c'est sûr et certain. Puis après, oui, j'ai toujours eu des parents un peu engagés. J'avais pas la télé quand j'étais gamin, donc à table, ça discutait beaucoup d'actu. Enfin, le terrain était propice à donner un petit con comme moi, quoi. Je pense. En tout cas, Guillaume, on peut te retrouver donc dans ce spectacle. On va remettre l'affiche du spectacle, voilà, en ligne. Ton site internet également, guillaumemeurice.fr. Et puis, bah, j'espère bientôt te voir au grenier, Guillaume. Mais ouais, carrément. Mais Hein? oui. On Dans la s'organise salle ou ça. sur scène, on sait pas, Ça on va serait voir. chouette, ça serait chouette Mais de ouais. faire ça. Mais on aimerait bien faire une scène avec tous les artistes qui sont passés dans cette émission. Parce que l'émission, il y en a une le 6 et la dernière sera le 20. Donc voilà, nous aussi, après, on va prendre des petites vacances, bien Oui, sûr. il faut. Mais c'est chouette que ces lieux-là existent, quoi. C'est vraiment, ça, c'est vraiment c'est très très précieux en fait quand tu commences ce métier bizarre, qu'en est pas un selon moi, mais bon, admettons, cette discipline Ouais, non, qui est de convoquer des gens en leur disant fermez vos gueules, regardez-moi, écoutez-moi, et en plus je vais vous faire marrer. Ce qui est quand même compliqué comme concept de départ, c'est hyper important qu'il y ait des lieux comme le Grenier, et puis comme il y en a quelques-uns encore, heureusement, à Paris, pour ouais, donner la chance à tout le monde, quoi. Bah, C'est écoute, bien, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Tu arrives, tu joues, les gens rigolent ou pas, et tu retravailles le lendemain. Ouais, non, c'est vraiment précieux, quoi. Merci. eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Lolo est en transe à côté de moi. Bisous, Voilà. Lolo. Voilà. Ah, bah alors là, oh là là, arrête, c'est trop. Je vais sortir une serpillière. Cœur sur toi, Lolo. Bon, Lolo, il viendra au grenier quand tu passeras, comme ça vous discuterez. Merci beaucoup, Guillaume. Avec merci, plaisir. merci, Merci, pour ta les bonne amis. humeur, Merci pour pour tout. l'invitation. À très bientôt. Merci beaucoup. Ça roule. Salut. Voilà, c'était donc notre 8e émission des Talents Confinés du Grenier. Je vous rappelle que le lieu, le Grenier, vient de réouvrir. Vous pouvez venir réserver et nous appeler. Tout de suite, voilà, les infos sur le site internet legrenier-dinespectacle.com. Je vous rappelle que cette émission est réalisée et produite avec notre Lolo national de Décroche la Lune Productions. On se retrouve lundi prochain à 20h30 avec de nouveaux invités. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très vite les amis. Bisous bisous.